j'arrive encore à avoir quelques forces. J'aimerais bien un jour faire une vraie comédie musicale comme ça, parce que ça fait 50 ans que je la prépare, quoi. Et c'est vrai que c'est la première fois qu'il y a une scène vraiment... Non, j'ai fait énormément de Scopitone Ah. avant de faire des films, et ils chantaient tous dans les Scopitone. Donc j'ai commencé avec Johnny Hallyday, j'ai fait les premiers clips, j'ai fait chanter Nogaro, j'ai fait chanter Beko, j'ai fait chanter Claude François. Oui, mais ça, c'est des personnages qui jouaient leur voilà, rôle. Dans vos films, à ma connaissance, je peux non, mais c'est la première scène chantée. C'est la première fois que je fais une scène chantée. Et donc on peut espérer une comédie musicale un jour? Votre 48e, 49e, 50e film? C'est pas impossible, c'est pas impossible. On attend. Le problème, c'est que j'avance en âge, vous voyez ce que je veux dire, et que le temps m'est compté maintenant, donc il faut que je me dépêche. Mais les uns et les autres, il y a plein de scènes chantées dans les uns et les autres. Non, si, il y a Géraldine Chaplin chante, il y a plein de gens qui chantent. Non, mais qui chantent parce qu'ils sont sur une scène. Je veux dire que là, ils se mettent à chanter comme on est dans la vie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais des chanteurs qui chantent, Gilbert Bécaud dans Toute une vie chante. Bon, enfin, j'ai déjà fait chanter des gens, mais en général, c'est des chanteurs qui chantent. Tandis que là, le monsieur a raison, c'est deux personnes qui auraient pu dire la même chose en parlant. Bonsoir, vous mettez en scène de grands noms à chaque fois dans vos films. Quel est l'acteur ou l'actrice que vous rêveriez de faire jouer dans votre prochain? Quel acteur aimeriez-vous faire tourner dans votre prochain film? Vous savez, vous n'avez pas encore fait tourner? Non, les regrets que j'ai, c'est que je n'ai pas pu faire tourner Gabin. J'aurais adoré tourner avec Gabin, j'aurais aimé tourner avec De Funès, j'aurais aimé tourner avec Bourvil. Voilà, donc j'ai raté quelques comédiens parce que on n'était pas de la même époque, mais c'est vrai que là aujourd'hui, j'ai encore envie de tourner avec Dujardin, parce que je pense qu'on est vraiment fait l'un pour l'autre. Je pense que je me suis beaucoup amusé avec Johnny Hallyday, qui est à la fois un fabuleux chanteur, aussi un fabuleux comédien, et c'est ce que je voulais montrer dans ce film, à quel point il est au sommet de son art, je veux dire, dans ces deux domaines qui sont tellement différents. Il y a plein d'acteurs inconnus que j'aimerais faire tourner. Voilà, il y a plein de gens comme ça que j'ai repérés dans la rue, que j'ai croisés dans des cafés. Il y a plein. J'ai une liste impressionnante de gens qui m'interpellent et je me dis, tiens, il serait... voilà, donc, mais je dis, le temps est compté, il va falloir qu'il y ait d'autres metteurs en scène qui fassent le boulot à ma place. Alors... Sinon, je vais poser ma question. J'aimerais savoir d'où est venu le choix de Nadia Fares. Vous ne faites pas de casting, je suppose que... C'est rare qu'on lui donne un rôle aussi important. En fait. Écoutez, Nadia Fares, je la connais depuis très longtemps. Elle avait fait un tout petit rôle dans Une femme d'emploi. Mais je lui avais dit un jour, on se retrouvera pour un vrai rôle, comme ça. Donc encore une fois, les acteurs, vous savez, c'est un drôle de truc. C'est un drôle de truc quand on fait un casting. Pourquoi lui, pourquoi elle? Très souvent, vous avez 5 personnes ou 3 personnes qui pourraient jouer le même rôle. Le rôle de la prostituée, par exemple, avant d'arriver à Béatrice Dalle, j'ai fait le tour de plein de comédiennes, parce que c'est le fantasme de toutes les femmes, de genre vous donner un rôle de prostituée. Donc mais c'est vrai que Béatrice Dalle était la plus évidente pour ce rôle-là. Une femme qui est cash, qui parle comme elle pense. Voilà, donc encore une fois, quand on fait un casting, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar parce qu'il y a trop de choix, il y a trop de gens formidables, il y a plein d'acteurs extraordinaires dans le monde. Hein. Et aujourd'hui, tout le monde est comédien. D'abord, on joue tous un rôle. Moi, je joue le rôle de Claude Lelouch depuis 79 ans, vous voyez. Et voilà, donc on est tous comédiens. On est tous comédiens. Je veux dire, jouer la comédie, c'est la chose la plus naturelle qui soit au monde. Le problème, c'est qu'à un moment donné, une caméra peut vous filer le crack et vous parler de vos moyens. Du coup, ça a été Nadia Fares. Voilà. Alors, oui, madame. Bonsoir.
On va vous donner un micro, regardez, pour que je vous entende bien. Merci. Bonsoir. Est-ce que les dialogues sont écrits ou est-ce qu'il y a une part d'improvisation chez vos acteurs? Non, alors, tout est très écrit. Ah oui. Tout est très très écrit, mais au moment du tournage, j'aime bien tout réécrire. Au moment où le moment du tournage, c'est un moment magique, c'est le présent. Et le présent n'a pas le temps de vieillir, il va falloir filmer le présent. Et c'est là qu'on s'aperçoit au moment du tournage que tout ce qu'on a écrit dans un bureau est démodé. Est démodé parce que j'avais pas les acteurs dans mon bureau avec moi, j'avais pas la lumière dans mon bureau, j'avais pas les accessoires, j'avais pas les costumes. Et donc je revois mon film au moment du tournage d'une façon différente. Et comme je suis auteur, j'ai envie de réécrire au dernier moment, d'ajuster au dernier moment, faire les derniers réglages. Donc je me sers de ce qui a été écrit, et puis il va y avoir les figures libres. Donc c'est comme le patinage, il y a les figures imposées, qui est le scénario, ce qui a été écrit, puis il y a les figures libres, qui naissent du tournage, du fait que tout le monde est là, et que les acteurs apportent aussi énormément d'eau au moulin. Tous les acteurs, les grands acteurs, sont aussi des auteurs. Ce sont des êtres humains, ce sont des gens qui ont des émotions, qui peuvent partager avec vous. Donc c'est pour ça que je remets mon film en question au moment du tournage. Et j'ai presque envie de dire que les scènes que je préfère de mes films sont celles qui n'étaient pas écrites. Parce que celles qui sont écrites, elles sont écrites. Alors, bien, quand on écrit, on est auteur. On n'est pas dans la spontanéité, vous voyez ce que je veux dire, on est dans l'intelligence, dans la réflexion, qu'est-ce qu'il faut dire, pas dire. Alors qu'au moment du tournage, on est dans la spontanéité, et ce que j'aime le plus au monde, c'est la spontanéité. J'aimerais rester le metteur en scène de la spontanéité, parce que la spontanéité est à mi-chemin entre le mensonge et la vérité. Vous voyez, c'est un truc qu'on lâche, malgré nous. C'est notre inconscient qui parle, plus que notre intelligence et que notre culture. Et la culture, l'intelligentsia est magique, elle est merveilleuse, mais elle développe le doute. C'est-à-dire, plus on est intelligent, plus on est cultivé, plus on est dans le doute. Et sur un film, il faut être dans l'action, il faut être dans le concret. C'est pour ça que j'aime le public, parce que le public, il n'est pas assez savant pour raisonner de travers. Dès qu'on rentre, regardez aujourd'hui, tous les spécialistes se bourrent, dans tous les domaines. Tous les gens qui croient savoir n'arrivent plus à analyser le monde dans lequel on vit. Parce que le monde va plus vite que l'intelligence. L'intelligence aujourd'hui est un petit peu démodée. Vous voyez, donc il faut revenir au côté animal, à l'instinct qu'il y a chez chacun de nous. Et on développe. Il n'y a pas d'école qui développe votre instinct. Toutes les écoles développent le rationnel. Il n'y a pas d'école qui développe l'irrationnel. Et aujourd'hui, on est dans l'irrationnel incroyable. Ça va tellement vite que l'irrationnel, il n'y a pas d'école où on développe l'irrationnel, où on apprend aux gens à se servir de leur part d'irrationnel. C'est pour ça que j'aime tant la musique, parce que la musique parle à notre part d'irrationnel. La musique parle à ce qui nous échappe totalement. Prenez 1 millier de personnes à un concert de Johnny et regardez leur tête. Ils sont dans l'irrationnel. Prenez les mêmes en train d'écouter un discours politique, regardez leur tête. Vous allez voir. Ils ne sont pas dans le même... Dès que votre intelligence, qui est très utile, qui est essentielle, se met à travailler, elle fabrique du doute. Elle fabrique du doute, et on le voit bien, notre époque aujourd'hui est une époque qui doute de tout. De tout parce que on a trop voulu essayer d'analyser les choses. On a perdu notre côté animal, on a perdu le côté instinctif. Et c'est ce que j'aime dans certaines scènes de mes films, c'est qu'à un moment donné, l'instinct est plus fort que la réflexion et que l'intelligence. D'où mon rapport des fois aussi difficile avec la critique, qui elle préfère la réflexion, l'intelligence à l'instinct. Pour prolonger la question précédente sur l'improvisation, le texte, etc., vous avez raconté un jour, expliqué que dans les scènes de dialogue, vous aviez l'habitude, quand il vous arrivait, de donner à chacun des deux acteurs
texte sans donner le texte de l'autre. De Michel Morgan à Reggiani, passant par Belmondo et Anconina. Je voulais savoir si vous avez utilisé souvent ou systématiquement cette technique dans ce film-là, et notamment le long dialogue entre Éric Dupond-Moretti et Béatrice Stahl. Et si c'était systématique ou si ça vous arrivait de changer selon les scènes et selon les acteurs, par exemple dans ce film. Il n'y a pas de règle. Selon la scène, il y a mille et une façons de filmer une scène. Mais c'est vrai que dans une scène, il y a celui qui parle et celui qui écoute. Et celui qui reçoit l'information est plus important que celui qui la donne souvent. Car celui qui reçoit l'information est touché par l'information que vous lui donnez ou pas. Vous annoncez la mort de quelqu'un, celui qui reçoit cette information est bouleversé, cassé, alors que celui qui la donne, il est déjà vacciné. Il s'est déjà habitué. Donc très souvent, les dialogues importants, forts, les acteurs les découvrent pendant le tournage. Je souffle à l'acteur qui dit la scène, le texte, souvent avec une oreillette pour pas que l'autre l'entende, et quand il lui donne l'information, il n'a pas lu. Il n'a pas lu dans un scénario, il n'a pas lu... Si vous apprenez la mort de quelqu'un et que vous avez lu le scénario, vous allez jouer un type qui apprend la mort de quelqu'un. Alors que quand vous apprenez dans la vie, la plupart des choses qu'on apprend dans la vie, on n'était pas prévu. On ne l'a pas lu le matin. On n'a pas lu un scénario qui nous dit, cet après-midi à 4 heures, vous allez apprendre que tel et tel événement. Regardez la force des événements, des caméras cachées, si elles ont tant de force, c'est parce que les gens sont dans l'étonnement. Et c'est vrai que l'étonnement est un grand moment d'émotion qui fait que d'un seul coup, encore une fois, on va plus vite que notre intelligence. Là, c'est votre instinct qui est touché. C'est ce qu'il y a de plus précieux chez vous, qui fait que d'un seul coup, vous avez envie de rire ou de pleurer. Et si l'information est colossale, vous avez la chair de poule. Vous voyez ce que je veux dire? Donc au cinéma, c'est difficile de reconstituer ça, puisqu'il faut que les acteurs apprennent des textes, donc ils savent ce que l'autre va vous dire, etc. Donc j'ai essayé, depuis Un homme et une femme, pour des scènes très importantes, de protéger ces surprises. Quand Anouk Aimée arrive sur le quai de la gare,